place des dégâts commis par l'armée d'occupation. Et donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec lui concerne les possibilités dont nous disposons afin de convier, de citer en justice les criminels de guerre devant des instances juridictionnelles qui, de toute façon, dépendent de l'ONU. Parce que réparer les dégâts, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Et parmi ses activités militantes, le professeur Christophe Berlin a entrepris une démarche de citer à comparaître devant la Cour pénale internationale, et non pas la Cour de justice internationale. Et nous verrons tout à l'heure, au cours de la discussion, les différences qu'il y a entre les institutions juridiques qui dépendent de l'ONU. Et donc, avec leur démarche pour citer à comparaître des individus devant la Cour pénale internationale, parce que jusque-là, justement, les actions entreprises vis-à-vis de l'État d'Israël ne l'accomplissaient pas, et elles étaient accomplies auprès, justement, de la Cour de justice internationale. Et l'une des entreprises qui avait été faite, c'était celle de 2003, qui concernait le mur de séparation que construisait l'entité sioniste en Cisjordanie. En 2004, la Cour de justice internationale a effectivement rendu le délibéré suivant que ce mur était illégal, illégitime, et qu'il faudrait que l'entité qui le construit le détruise et dédommage les dégâts qui avaient été commis. Évidemment, cela n'a pas été suivi des faits. C'est pourquoi des individus, des groupes d'avocats, des militants, des associations ont commencé à envisager de faire citer à comparaître devant une cour spéciale qui existe depuis 2002 maintenant, je crois, des individus qui sont coupables de crimes contre l'humanité. Alors, je vais M. Aubert nous expliquer un peu la démarche telle qu'il a été entreprise. Bonjour Badia. Alors, effectivement, avant de parler des affaires qui sont avancées auprès de la Cour pénale internationale, je crois qu'il faut reprendre un petit peu ce que tu as dit pour séparer les différentes instances juridiques, car effectivement, il y a beaucoup de confusion. Alors, on peut dire dans l'ordre, il y a trois choses, ou il y en a même 4 ou 5 d'ailleurs, mais il y en a au moins 3. Il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a été sollicité déjà à propos des crimes commis dans cette région du monde, en particulier dans les guerres israélo-palestiniennes. Ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est un conseil purement consultatif. C'est un peu comme la Cour des comptes, c'est une petite équipe, un enquêteur, on fait un rapport et ce rapport est public, mais il n'a strictement aucun pouvoir coercitif. Pourtant, ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU connaît une certaine audience, et le rapport Goldstone, par exemple, sur la guerre de 2008-2009, c'était un rapport mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et il a eu un certain retentissement, même si il a été enterré, dit-on, mais cet enterrement, je dirais, il était pratiquement programmé par la nature même de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, puisque c'était un rapport purement descriptif, consultatif, sans pouvoir contraignant. Et pourtant, il a beaucoup embêté les Israéliens qui se sont battus pendant longtemps, et c'est quand finalement ils ont vu s'éloigner tout ça qu'ils ont déclenché la guerre de 2012. Donc il y a eu quand même toute action en justice et en droit est importante, ne serait-ce que par les retombées auprès des populations ou psychologiques auprès des responsables de ces crimes. Donc ça, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est quelque chose de tout petit. Vous êtes une association d'Indiens en Amérique du Sud, il y a une grosse multinationale qui vous exproprie de vos terres, c'est l'outil qu'il faut utiliser, il va y avoir une enquête, on va convoquer les responsables, donc, et ça peut marcher. Vous voyez, par exemple, les associations de pêcheurs de Gaza auraient dû, depuis très longtemps, solliciter une enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est un petit peu curieux, ça prouve bien qu'ils ne sont pas informés, formés sur ces structures. La deuxième chose dont tu viens de parler, c'est la Cour internationale de justice. Alors là, c'est du droit civil.
Donc c'est pas le droit de la guerre, c'est autre chose. Effectivement, la construction du mur eh bien, a fait l'objet d'une plainte. Cette plainte a abouti à un jugement qui là aussi est purement, je dirais pas consultatif, mais il n'y a pas de pouvoir de coercition pour appliquer la décision de justice. Et il n'empêche que, selon les avocats, eh bien, l'autorité palestinienne n'a absolument pas été capable ou n'a pas voulu suivre les conclusions, parce que les conclusions c'était c'est illégal, il faut le détruire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il fallait constituer un dossier de toutes les victimes de cette construction du mur, de façon à pouvoir, le jour venu, abonder le dossier des juges qui auraient à juger de la chose, vous voyez. Or, rien n'a été fait. On a fait des déclarations publiques, on s'est réjoui, youpi, on a considéré que c'était une victoire, mais on n'est pas allé plus loin. Le droit, c'est quelque chose, je ne suis pas spécialisé en droit, je l'apprends, comme nous tous, c'est ce que j'apprends, j'essaye de le transmettre, parce que j'aime bien enseigner, puis je crois que ces notions de droit sont absolument fondamentales sur cette question du conflit. Eh bien, le droit, c'est pas simplement une déclaration un jour, c'est tout ce qui est écrit dans les attendus, et c'est toute la suite qu'on y fait, parce que le droit, ça se construit, ça s'entretient, et on critique souvent les décisions de justice parce qu'elles ont mis des années, mais tout ce parcours pendant ces années correspond à des écrits, à des choses qui sont inscrites dans le marbre et qui font jurisprudence pour les affaires suivantes du même type. Donc, Conseil des droits de l'homme, c'est petit, les Indiens d'Amérique, ok. Cour internationale de justice, c'est du droit civil. Et puis là, on en est dans le droit de la guerre, c'est-à-dire, c'est du droit pénal, c'est du droit de la guerre, c'est-à-dire, c'est une structure qui a été mise en place pour juger les crimes de guerre les plus graves. Tu as cité crimes contre l'humanité, mais crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, avec cette gradation des trois types de crimes de guerre qui ont chacun des définitions extrêmement précises. Il y a un quatrième crime qui va être applicable à partir de 2017, les crimes d'agression. Oui, là on peut, vous voyez, tu vois, on peut, enfin je ne vais pas discuter ça, mais en droit comme dans tout d'ailleurs, c'est très dangereux d'introduire des notions qui sont très difficiles à définir. On en a un exemple absolument flagrant en ce moment qui nous inonde, c'est le crime de terrorisme. Le terrorisme n'a aucune définition juridique, il n'y a aucun livre de droit qui vous dit petit a, petit b, petit c. Alors que l'avantage des trois niveaux de crimes de guerre, qui suffisent largement à faire condamner Israël, qui existent, crimes de guerre contre l'humanité, génocide, ont des définitions extrêmement précises. En ce qui concerne les crimes de guerre, c'est simple, c'est une attaque intentionnée contre des civils, même un seul civil, il n'y a pas question de quantité, et puis en annexe, il y a toute une série de crimes de guerre qui sont la torture, l'utilisation d'armes interdites, etc. Mais enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est attaque délibérée contre les civils. Crime contre l'humanité, c'est la même chose, mais c'est répété de manière intentionnelle, c'est qu'il y a un véritable programme. Et puis, crime de génocide, c'est tuer des personnes, même une seule personne, non pas en fonction de ce qu'elle fait, mais en fonction de ce qu'elle est. Vous êtes palestinien, je vous tue parce que vous êtes palestinien. On peut discuter de la notion de crime de génocide contre les Palestiniens. C'est une question sur le plan strictement juridique qui peut parfaitement se discuter. Pour l'instant, tout le monde s'est accordé pour le niveau crime contre l'humanité, mais on peut aussi discuter, ça sera à discuter. Donc ça, c'est la Cour, l'ICC, l'internationale, la Cour criminelle, la Cour pénale internationale, je mélange le français, c'est ICC, International Criminal Court, Cour pénale internationale. Donc ça, c'est uniquement les crimes de guerre. C'est quelque chose qui a été construit à la suite des tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie, le Sierra Leone, etc. Et le Liban. Et le Liban. Je crois que c'était en 2009, non? Non, le Liban, tu parles de Hariri. Oui. Ah non, non, ça c'est tout à fait autre chose. Là, ta question est ton interception est tout à fait intéressante parce que ça ne pouvait pas entrer dans le cadre. C'est un tribunal spécial pour le Liban, en tous les cas. Oui, mais c'était un tribunal, comme l'avait très bien dit Chirac, à caractère international, c'est-à-dire qu'ils avaient inventé une terminologie spéciale, car ça n'entrait pas dans le cadre de la Cour de justice internationale, de l'ICC, la Cour criminelle internationale, qui existe depuis 1998
et qui est entré en fonctionnement à partir du moment où 60 pays l'ont ratifié et signé, c'est-à-dire en 2002, comme tu l'as dit tout à l'heure. Autrement dit, on dit beaucoup de choses, et je prends un exemple très récent. Il y a eu cette affaire de cette famille qui a été brûlée vive en Cisjordanie, et l'autorité palestinienne, véritablement, une fois de plus, se moque du monde en disant le dossier a été porté à la Cour pénale internationale. Mais c'est complètement ridicule en droit, car il ne s'agit évidemment pas d'un crime de guerre. C'est un assassinat, et pour traiter d'un assassinat, d'abord il y a des tribunaux locaux. Cet assassinat a été commis en territoire palestinien, dans une zone sous juridiction palestinienne. Il y a des avocats palestiniens, il y a des tribunaux palestiniens, il y a des juges palestiniens, et donc cette affaire de l'assassinat de cette famille devait être instruite et jugée dans les tribunaux palestiniens. La Cour pénale internationale, elle rigole avec ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Effectivement, c'est un très bon point que vous mettez en évidence, parce que pour qu'il puisse y avoir saisine de cette fameuse Cour pénale internationale, il faudrait que l'État, sur le territoire duquel a eu le crime, refuse d'engager des procédures vis-à-vis du criminel ou de l'accusé. Alors, refuse d'engager des procédures, disons les choses plus simplement. Oui. Voilà. Ce qu'il faut, et c'est pour ça que j'ai fait ce petit livre, qui est un livre pédagogique, lui aussi, pour que chacun puisse se faire une opinion sur ce qu'il lit dans les journaux ou sur les déclarations des uns et des autres, car tout ça est truffé d'erreurs juridiques. La Cour pénale internationale a été créée pour protéger les victimes civiles. Voilà. Alors, vous êtes une victime civile, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète. La Cour pénale internationale est là pour vous, quel que soit le statut du territoire sur lequel vous résidez, c'est-à-dire qu'il est adhéré ou pas, qu'il est signé ou pas l'adhésion à la Cour pénale internationale. Actuellement, il y a 130 pays qui ont signé, mais même les pays qui n'ont pas signé, si vous êtes un civil et que vous êtes victime, eh bien vous prenez un avocat et vous pouvez porter votre dossier au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a plusieurs modes d'entrée et d'accès à la Cour pénale internationale, et là on a eu toute une propagande inexacte, notamment de l'autorité palestinienne, au cours de l'année passée, disant qu'il fallait adhérer, comme on n'a pas adhéré, on ne peut pas y aller. Certains ont même dit Israël n'a pas adhéré, donc Israël ne peut pas être inculpé, ce qui est évidemment complètement faux. Les juristes, figurez-vous, ont prévu que les criminels puissent être inculpés, même s'ils ne reconnaissaient pas le tribunal qui les inculpe. Ce n'étaient pas des idiots. Récemment, la Palestine... Alors, la situation a changé, mais là encore, il faut être capable de décoder un petit peu cette signature et cette ratification. D'abord, la signature et la ratification ont été faites le même jour, ce qui était dans la loi palestinienne, ok. Mais encore faut-il porter plainte. Si vous signez, vous ratifiez, vous ne portez pas plainte, il ne se passe strictement rien. Et à l'heure actuelle, l'autorité palestinienne n'a porté plainte contre rien, ni contre le siège, ni sur la guerre de l'été 2014, ni contre quoi que ce soit. C'est du pipeau. Alors, si on en vient aux affaires sérieuses dont s'occupe aujourd'hui la Cour pénale internationale, alors là, il y en a deux, et ça mérite véritablement qu'on les comprenne. Donc, assurément, un civil, quel qu'il soit, ou la famille de victime, peut porter plainte devant la Cour pénale internationale. Il n'est pas nécessaire d'être un État. Absolument. Parce que d'après ce que j'ai lu, mais ça doit être faux, il fallait que ce soit le Conseil de sécurité qui saisisse, soit que le procureur saisisse. Le procureur non, c'est faux. Le Conseil de sécurité peut saisir, c'est vrai. C'est un petit peu ironique parce que le Conseil de sécurité, sur les 5 membres permanents, il y en a 3 qui n'ont pas adhéré. Et là, on a un exemple historique tout à fait scandaleux qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que M. Sarkozy, concernant l'élection Ouattara de Gbagbo, M. Sarkozy est considéré comme français, donc spécialiste de l'Afrique francophone, eh bien, a réussi à convaincre le Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale contre Laurent Gbagbo, qui avait été candidat et dont le résultat des élections avait été proclamé par les ambassadeurs étrangers, avant même que le Conseil constitutionnel ivoirien ne donne les résultats. Donc là, déjà, il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est le Conseil de sécurité, dont 3 des 5 membres permanents ne sont pas partis de la Cour pénale internationale, qui ont saisi la Cour pénale internationale. Donc c'est un petit peu culotté.
En tout cas, on peut dire des choses positivement, c'est-à-dire que, bon, ils reconnaissent quand même cette instance puisqu'ils s'en servent. Et en l'occurrence, ça a permis à l'armée française d'aller chercher M. Paco chez lui et de l'emmener directement à La Haye. Donc là, on voit qu'il y a une entorse du droit, une utilisation du droit qui est un petit peu curieuse, mais en tout cas, c'est vrai que le Conseil de sécurité peut saisir. On voit que pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, puisque en fait, la plupart des crimes commis sur cette planète le sont à l'instigation, voire directement par certains membres du Conseil de sécurité qui, évidemment, n'ont pas adhéré, puisque ça les menacerait. La deuxième possibilité, ce sont les États qui ont signé et ratifié. Et la troisième, c'est la procédure 12.3, c'est ce qu'on appelle une autorité de l'État. Alors, une personne, bien entendu, ne peut pas directement, elle peut, mais elle a peu de chances d'être entendue. Il faut qu'une autorité de l'État, un procureur par exemple, un procureur c'est une autorité de l'État, et un procureur local peut parfaitement saisir la Cour. Bien, alors, justement, à propos de cette fameuse Cour et de ce fameux procureur, qui est donc une Gambienne, si j'ai bien compris, Fatou Bensouda. La Gambie, c'est 1,5 million d'habitants, hein. C'est une enclave dans au sud du Sénégal. Elle a été saisie d'une affaire, qui est cette fameuse affaire du navire Marmara, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la flottille pour la paix, qui était constituée d'un navire qui battait pavillon comorien et qui est allé essayer de délivrer, enfin de lever un peu le blocus sur Gaza. Et il y a eu l'intervention de l'armée israélienne qui a abordé, sur le bateau et qui a assassiné, je crois, 8 ou 9 10 personnes, dont 9 Turcs et 1 turco-américain. Et je crois que c'est l'État des Comores, qui sont allés donc porter plainte devant cette fameuse Cour pénale internationale. Et depuis, il n'y a pas. Mme Bensouda, alors, elle a refusé de prendre en considération cette plainte, alors qu'il y a eu appel de cette Cour auprès de ce procureur pour qu'elle reconsidère auprès de cette chambre préliminaire qui va examiner la question. Et je crois qu'en juillet, elle a refusé de considérer cet appel. Alors, c'est pas exactement ça. C'est plus porteur d'avenir que la manière dont tu le décris. Mais à l'entrée de la Cour pénale, effectivement, la personne qui reçoit les plaintes, c'est le procureur. Donc le procureur, c'est quelqu'un qui a un poste politique, parce que c'est lui, au fond, qui décide, son bureau, mais enfin c'est lui qui décide, si la plainte va être transmise au tribunal ou pas. Donc il y a eu 8 plaintes, un peu plus, qui ont été déposées sur le bureau du procureur au cours de ces 10 premières années de fonctionnement, et il y en a à peine une dizaine qui ont été suivies d'un procès. Donc on voit qu'il y a un processus de filtrage extrêmement important, mais ce n'est pas parce qu'il y a du filtrage qu'il ne faut pas saisir et qu'il ne faut pas s'en occuper. Donc Fatou Bensouda, effectivement, a rejeté la plainte qui a été déposée par les Comores. Soit dit en passant, il n'est pas inintéressant de voir qu'un tout petit État comme les Comores, c'était un bateau comorien, donc c'était le territoire comorien, bien que ce soit des Turcs qui aient été tués, les Comores ont porté plainte, et ils l'ont fait d'une manière très professionnelle, puisqu'ils ont saisi des cabinets d'avocats spécialisés, et que tout a été fait dans les règles juridiques. Donc on a besoin d'avocats spécialisés, de gens compétents, sinon on se fait retoquer au premier tournant. Donc Fatou Bensouda, eh bien, d'abord, elle a rejeté, comme tu l'as dit, elle n'a pas transmis au tribunal la plainte. Il n'empêche que, dans les attendus de ce qui a été écrit, elle a dit il ne fait peu de doute que des crimes de guerre aient été commis sur le Mavi Marmara. Il fait peu de doute que le siège de la bande de Gaza soit illégal. Donc ça, ce sont quand même deux choses solides qui ont été écrites et qui font avancer le dossier. Alors, elle a rejeté la plainte en disant finalement, quantitativement, ce n'est pas suffisamment important, il n'y a pas eu des crimes répétés de ce genre, etc., etc. On peut discuter. Ça n'empêche que les Comores ont réagi de manière extrêmement professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel. Et dans le statut de la Cour pénale internationale, quand on fait appel, eh ben, on saute par-dessus le procureur. Et donc, ils ont atterri au niveau de la Cour, au niveau de ce qu'on appelle la chambre préliminaire, où il y a 3 juges qui ont travaillé et qui ont rendu un texte épais comme ça. Il est épais comme ça, mais chacun d'entre nous peut le lire et le comprendre. C'est d'une clarté extraordinaire. Et il est écrit, et ce sont donc des juges du tribunal de la Cour pénale internationale,
que Fatou Bensouda n'a pas rempli son rôle, car son rôle, eh bien, c'est de protéger les victimes, c'est de transmettre, c'est d'instruire des dossiers. C'est extrêmement, je dirais, sévère, le jugement qui a été porté sur le rejet de la procureure. Et donc, il y a eu une injonction d'ouvrir une enquête, et c'est à la procureure et à son bureau d'ouvrir cette enquête. Moyennant quoi, comme tu l'as dit, Fatou Bensouda a fait appel. C'est-à-dire que... Elle a fait appel de l'injonction, elle a fait appel de l'appel, comme tu veux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être la cour d'appel, où il y aura non pas 3, mais 5 juges. Et c'est la cour d'appel qui va juger la question. Est-ce qu'il faut porter cette affaire et faire un procès à Israël au niveau de la Cour pénale internationale ou pas? Donc, les délais, si vous observez les délais de ces différentes étapes, ils n'ont pas été extrêmement longs, c'était quelques mois. On peut penser qu'avant la fin de l'année, la Cour d'appel va rendre son jugement. Et très sincèrement, quand on voit les mots, les phrases qui sont employées par la Chambre préliminaire, il apparaît inimaginable qu'une Cour d'appel dise exactement le contraire. Donc, plus on avance, plus on a l'impression, comme dirait M. de la Palisse, qu'on est près du but. C'est-à-dire que 5 juges, ça se joue à la majorité. Quand il y avait 3 juges, il suffit qu'un juge change d'avis et ça passe d'un côté ou de l'autre. 5 juges, c'est beaucoup plus difficile. Alors, qui sont ces 5 juges? Ces 5 juges qui correspondent à 5 pays différents. Parmi les 130 pays qui ont signé et ratifié. C'est-à-dire que vous n'avez pas la Russie, vous n'avez pas les États-Unis, vous n'avez pas Israël, vous n'avez pas toute une série de poids lourds, vous n'avez pas la Turquie, vous n'avez pas l'Égypte. Pratiquement aucun pays arabe. Alors, pas pratiquement. La Jordanie, je crois. Un tiers quand même. Ils ont signé quand même. Non, les pays de l'organisation de la conférence islamique, il y en a un tiers qui ont adhéré, 2 tiers qui n'ont pas adhéré. Et ce qui est extrêmement intéressant il y a quelques mois, c'est que l'organisation de la conférence islamique a appelé à adhérer d'une certaine façon. Là, je ne me souviens plus exactement les termes, mais il y a eu un signe qui est venu de l'OCI pour faire peser un peu plus le monde arabe et musulman au niveau de la Cour pénale internationale. De toute façon, si c'est le cas, on va s'en saisir pour le Yémen, parce qu'en ce moment, il y a vraiment crime contre l'humanité dans le Yémen. Blocus. Les crimes sont innombrables, mais en matière de droit, c'est plutôt les dossiers aboutis qui comptent. Un petit nombre de dossiers qui va jusqu'au bout, ça crée une jurisprudence. Et au fond, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que cette jurisprudence ait un effet préventif sur les conflits. Il est clair qu'on ne va pas régler tous les conflits par le droit, tous ceux qui ont existé depuis 2002. Mais par contre, ça peut avoir un effet préventif. J'aimerais poser une question à cet égard, parce que justement, on aimerait bien que cette histoire du navire Amara aboutisse. Effectivement, parce que les individus qui vont être punis, d'autant qu'il y a une sanction économique derrière. Parce qu'il faut indemniser les parents des victimes, etc., etc. Et ça, ils n'ont pas tellement envie d'entendre parler de ça, les Israéliens. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Pardonnez-moi. Je le dirai tout à l'heure. Là, il faut que ça aboutisse. Mais d'après ce qu'on a pu lire, c'est qu'il y aurait une entente entre la Turquie et Israël pour finalement recevoir quelques subsides et que ça n'aboutisse pas. Oui. Est-ce que, d'après l'organisation de la Cour pénale internationale, un État tiers, parce que c'est le Comore qui porte des plaintes, et pas la Turquie, est-ce que la Turquie est capable de faire éteindre cette plainte, par exemple? Alors, la Turquie n'est pas partie de la Cour pénale, donc quand on fait partie, on s'engage à collaborer complètement avec l'enquête. Donc, à partir du moment où tu ne fais pas partie, tu n'as aucune obligation de coopérer. Mais là où je voudrais revenir sur ce que tu as dit, actuellement c'est l'inverse, c'est-à-dire que les Israéliens font une énorme pression et l'État turc fait une énorme pression sur les tribunaux, parce que là je voudrais entrer dans un dernier chapitre juridique qui est important, qui est celui des tribunaux locaux et qu'on néglige trop souvent. Et actuellement, il y a une très forte pression, justement pour que l'affaire se règle financièrement. Israël est prêt à payer des millions d'euros pour avoir la paix de ce côté-là. Et l'affaire qui est en train de se jouer en ce moment, parallèlement à la Cour pénale internationale, bien entendu, les familles ont déposé plainte en Turquie. Et là, ce sont des familles turques qui ont déposé plainte selon le droit turc. C'est leur droit le plus strict. Et actuellement, le gouvernement turc, d'après mes renseignements,
fait une très grosse pression sur les familles et les associations pour qu'il y ait un arrangement financier de ce dont les familles ne veulent évidemment absolument pas. Donc ça donne l'occasion de parler d'un autre volet où on peut agir, ce sont les droits nationaux. Et on peut agir dans le droit européen, par exemple, le fameux accord d'association avec Israël qui est complètement bafoué, puisque Israël ne respecte pas les droits de l'homme. On peut agir dans le droit national, ici, il y a quelques petites choses qui sont en réserve. Autrement dit, à chaque fois qu'on brocarde un petit peu le droit en disant « oui, mais ça ne marche pas », etc., il faut savoir sur quel terrain on se situe et quels sont les outils, et ils sont tous différents. Alors, imaginons que les cours, les tribunaux nationaux en Turquie fassent aboutir l'affaire d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça éteint la démarche qui a été faite auprès de la Cour pénale internationale? Alors pas du tout, ça ne l'éteint pas du tout, mais ça aboutit à des choses qu'Israël déteste, c'est-à-dire des mandats d'arrêt, par exemple. C'est ça la question. Est-ce que la chose peut être jugée deux fois, sur deux instants différents, selon deux instants différents? Disons que ça ne sera pas forcément exactement la même chose, et en ce sens que d'un côté, on juge un crime de guerre, et de l'autre, on juge des assassinats de personnes privées en droit turc. Mais ça va aboutir au fait que des mandats d'arrêt seront lancés. D'ores et déjà, il y a un certain nombre de généraux de la haute administration qui n'ont plus l'autorisation de se déplacer en Turquie parce que l'ambiance n'est pas très saine. Il suffit qu'un juge lance un mandat d'arrêt et si la justice et la police font leur travail, tout ceci peut aboutir très vite. Autrement dit, il y a toute une série de nuages qui s'annoncent dans le ciel israélien et qui ne sont pas du tout négligeables. Qu'est-ce que nous pourrions faire également au niveau national? Qu'est-ce que nous pourrions faire, par exemple, ici en France? Parce que, alors, il y a beaucoup de questions qui vont être posées là, à ce niveau-là. C'est, bien entendu, d'abord, en premier lieu, bien entendu qu'Israël craint d'être cité à comparaître soit directement en tant qu'État, soit par l'intermédiaire de ses généraux, de ses colonels, de ses quoi. Mais il y a également la campagne de boycott des investissements et des sanctions. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à cet égard, par exemple, ici en France? Parce que nous savons parfaitement bien que actuellement, quand à chaque réunion des conseils des ministres à Tel Aviv, il y a la question du BDS à l'ordre du jour. Donc ils sont en train d'aiguiser les couteaux pour savoir comment ils vont faire pour empêcher que cette campagne prenne de plus en plus d'ampleur, d'autant qu'elle commence à fonctionner magnifiquement bien. Alors, là, on sort de mon sujet. Hein. Je suis un simple médecin qui a fait un gros effort pour apprendre un petit peu avec des amis de droit international et en faire un rendu le plus clair possible, de façon que chacun puisse se faire une idée. En ce qui concerne BDS, je n'ai pas étudié la question, je l'observe simplement. Je vois simplement que sur 80 ou une centaine de procédures qui ont été lancées contre les militants du BDS, il y en a une qui a été perdue et dans des circonstances sur lesquelles on peut discuter. On voit donc que globalement, en droit, c'est quelque chose qui marche. Et donc, comme c'est quelque chose qui marche, effectivement, tu l'as dit, dans le domaine de l'efficacité, c'est quelque chose, il y a là une brèche, il y a des jurisprudences européennes, il y a toute une série de choses qui font que ça marche. On a insisté là-dessus, la BDS, ça marche. Il ne faut pas craindre de participer aux campagnes de boycott. Hein. C'est totalement légal. Il y a des jurisprudences qui nous prouvent en France. Donc on peut faire ça en toute sécurité. Parce que je me souviens, en 2006, la question a été posée. Il fallait prendre beaucoup d'avocats pour distribuer un petit tract de boycott. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure. Hein. Heureusement, les choses sont beaucoup plus aisées. Et donc on peut travailler tranquillement à boycotter des produits, en particulier ce qui est beaucoup plus facile à faire que le reste, et dont il y a certains qui proviennent des territoires occupés, indépendamment de l'entité des 48. Donc, alors qu'est-ce que vous avez demandé auprès de... Comment vous avez constitué votre requête auprès de la Cour pénale internationale? Alors là, on a parlé de l'affaire du Mavi Marmara, qui est celle qui est la plus avancée, puisqu'il y a la cour préliminaire qui a été saisie et maintenant la cour d'appel. Donc ça, c'est quelque chose qui va donner un rendu, un résultat dans les mois qui viennent. Donc c'est le plus avancé et c'est les Comores. Alors, sinon, il y a une autre plainte, il y
Il y en a eu deux en réalité. Il y en a eu une en 2009, juste après la guerre de l'hiver 2008-2009, et puis une autre qui a été posée l'été dernier, il y a un peu plus d'un an, le 25 juillet 2014, au cours de la première partie de la guerre de l'été 2014. Alors, cette plainte, elle est venue d'une autorité de l'État. Pour parler de la dernière, cette autorité de l'État, c'était rien de moins que le ministre de la Justice de l'autorité palestinienne, Salim al-Sakka, qui habite Gaza, et donc qui était sous les bombes, et sans doute particulièrement motivé. Et lui, ainsi que le procureur général de Gaza, eh bien, ont chargé le cabinet d'avocats Gilles Devers de déposer une plainte à la Cour pénale qui a été faite le 25 juillet. Alors, à ce moment-là, la procureure eh bien, a reçu la plainte, et quelques jours plus tard, alors que tout le monde était tourné vers l'autorité palestinienne, pour savoir si, au plus haut sommet de l'autorité palestinienne, si son président allait bien entendu appuyer cette plainte alors que la guerre faisait rage, eh bien, surprise, Mahmoud Abbas a envoyé M. al-Maliki, son ministre des Affaires étrangères, à La Haye. La question a été posée, et d'ailleurs Fatou Bensouda l'a expliqué au Guardian le lendemain ou le surlendemain. À la question que j'ai posée, la plainte reçue la semaine dernière émane-t-elle de l'autorité palestinienne? Je n'ai pas reçu de réponse positive. Je voulais dire, j'ai reçu une réponse négative. Donc, on a, par la bouche de Fatou Bensouda, la preuve que le ministre des Affaires étrangères de Mahmoud Abbas a bloqué cette plainte. Alors, il l'a bloquée, mais il ne l'a pas annulée. Une plainte, ça existe, elle est déposée, elle est là jusqu'à la fin des temps. Et donc, la question, c'était de la réactiver. Et il se trouve que, en signant j'ai un petit peu du mal à me mettre à la place de Mahmoud Abbas, quand il a signé l'adhésion de la Palestine au statut de la Cour pénale internationale, il a signé l'adhésion à une dizaine d'organisations internationales en même temps. Cette adhésion, le savait-il, ne le savait-il pas? J'aurais tendance à penser qu'il ne le savait pas. Car quand on voit la médiocrité des avocats de l'autorité palestinienne, on se dit que peut-être qu'ils n'avaient pas réalisé la chose. Mais le simple fait d'avoir adhéré au statut de la Cour pénale internationale à une date rétroactive qui était celle du 14 juin, du 13 ou 14 juin, au tout début de la guerre, eh bien ça a réactivé la plainte du 25 juillet. Et d'ailleurs, Fatou Bensouda a déclaré dans les semaines qui ont suivi, au mois de janvier de cette année, eh bien, qu'elle commençait une enquête préliminaire, ce n'est pas la cour préliminaire, c'est le bureau du procureur, et donc Fatou Bensouda doit, dans un délai qui n'est pas fixé, on ne sait pas, mais doit rendre un texte, une décision de transférer la plainte à la cour ou de ne pas la transférer. Quelle que soit sa décision, on sera très intéressé là par suivre ligne par ligne ce qui sera dit, parce que pour l'affaire du Mavi Marmara, il n'est pas question de discuter, il y a eu des crimes de guerre, ok. Là, c'est absolument évident que la même phrase ou une phrase similaire sera présente. L'affaire du Mavi Marmara, Fatou Bensouda nous explique que ce n'est pas quantitativement suffisant, que ce n'est pas la politique, ce n'est pas le résultat d'une politique délibérée et répétitive. Là, ça sera difficile d'utiliser ce type d'argument. 3 guerres en 6 ans, des populations qui ont été décimées. En ce qui concerne les témoignages, il y a toute une série de témoignages qui ont été faits, et je ne parle pas du dossier qui a été envoyé par l'autorité palestinienne, qui est un véritable scandale sur le plan juridique. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Mais en tout cas, pour ne citer par exemple qu'Amnesty International, Amnesty International a utilisé tous les outils informatiques qui sont aujourd'hui à notre disposition, avec la possibilité, on peut les consulter sur le net, une grande carte pour chaque endroit qui a été bombardé. Tous les renseignements qui concernent ce bombardement, eh bien, sont présents, il suffit de cliquer dessus, et tous les témoignages, toutes les photos, toutes les vidéos, tout ce qui a pu être dit par les personnes présentes. Voilà, donc sur chaque hôpital, chaque école qui a été bombardée, la Cour eh bien, recevra une abondance de documents d'une manière extrêmement précise. Si Amnesty savait que les écoles étaient là et les hôpitaux étaient là,
a fortiori l'État d'Israël qui connaît le territoire centimètre carré. Bien entendu, et d'ailleurs il y a eu des rapports, je crois que c'est celui d'Amnesty aussi, où ils ont classé un certain nombre de bombardements dans le chapitre bombardement intentionnel de populations civiles. Et je voudrais ajouter aussi que localement, bien entendu, au niveau de Gaza, l'administration n'est pas restée inactive. Et il y a des milliers de plaintes qui ont été, des milliers plutôt de témoignages qui sont actuellement colligés dans des conditions assez difficiles, mais il y a certains véritables professionnels qui colligent ces plaintes et qui les, qui les mettent en forme qui colligent ces témoignages et qui les mettent en forme de témoignages utilisables juridiquement. Il ne suffit pas simplement d'écrire quelque chose, il faut qu'il y ait des faits qui corroborent, tout ça est assez compliqué, mais il y a un travail qui est fait là-bas. Alors ce qu'on pourrait reprocher, non pas à l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, tout montre qu'elle ne souhaite pas que tout ça avance, les exemples sont multiples, mais ce qu'on pourrait reprocher, c'est aux victimes, eh bien, de ne pas pousser assez loin le bouchon juridique. En particulier, il n'y a aucune plainte aujourd'hui qui soit partie officiellement, par exemple, de la part du Hamas, ce qui est tout à fait dommage, parce que quand Fatou Bensouda commence en janvier 2015 l'examen préliminaire pour savoir s'il y a eu des crimes de guerre pendant l'été dernier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une politique, elle a un rôle politique. Si elle n'a aucune plainte d'un parti politique, aucune plainte de l'État correspondant, mais uniquement une plainte, une somme un petit peu hétéroclite, il est clair que si Mahmoud Abbas portait plainte, ça aurait beaucoup plus de poids au niveau du checkpoint d'entrée de la Cour pénale internationale que si ce sont un certain nombre de personnes portées par un ministre de la Justice qui a été désavoué par Mahmoud Abbas une semaine plus tard. Vous voyez, il faut se mettre à la place aussi des juristes. Il est déjà important que le ministre ne soit pas rétracté. C'est déjà pas mal. Le ministre a dit qu'il ne se rétracterait pas. Bon, pour l'instant, il n'est pas rétracté, mais nous savons tous que l'autorité palestinienne est là pour protéger l'autorité occupante, hein, donc, parce qu'ils ont vraiment partie liée. Donc, si j'ai bien compris, la procureure considère qu'elle est compétente pour considérer la plainte et est en train de faire une enquête préliminaire pour voir si elle peut la porter devant la Cour pénale internationale. Ce qui est déjà une bonne chose. Voilà, concernant la guerre de cet été, de l'été dernier. De l'été dernier. Parce que la pu rejeter la requête immédiatement en disant qu'elle n'est pas compétente. Donc elle a une compétence et c'est après d'être examinée. C'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est quand même un moment historique. Il y a deux affaires qui sont actuellement traitées au niveau de la Cour pénale internationale, dont une qui a déjà franchi le bureau du procureur. Donc tout ça n'est pas négatif. Non, pas anodin, c'est une très bonne chose. Très bien. Alors en préparant cet entretien avec vous, Monsieur Oberlin, j'ai repéré, ça existe depuis 2003, il existe une organisation non gouvernementale qui a pied à la fois aux États-Unis et à Tel Aviv, et qui est le fait d'une dame qui est d'origine iranienne, qui est une juriste, et qui donc cette organisation s'appelle Shurat Hadin, et c'est une organisation qui emploie 11 personnes, qui pour la première fois l'année dernière a fait état de ses comptes annuels, et qui bénéficie d'entrées d'argent considérables, et qui est capable de salarier au moins 3 de ses avocats à $100 000 par an, et qui entreprend de poursuivre en particulier des institutions financières arabes, où que ce soit dans le monde, et dans des protocoles, parce qu'il s'appuie finalement sur une loi américaine qui s'appelle, je crois, la Counter-Terrorism Act, je crois, de 1991, et également une loi qui protège les citoyens contre je ne sais quel acte de torture et contre je ne sais quel crime, des lois très anciennes. Ils s'en saisissent pour attaquer en particulier des banques arabes, iraniennes, syriennes, par lesquelles auraient transité des comptes des gens du Hamas. Et comme ils sont capables de tracer à la virgule près les dollars qui passent par ces institutions financières,
ils sont capables de démontrer, je ne sais pas comment ils procèdent, que de l'argent aurait été remis soit à des membres du Hamas, soit par des membres du Hamas à des familles de personnes qui auraient commis des attentats suicides, par exemple. Et il se trouve que cela aboutit effectivement, dans certains cas, dans tous les cas, à percevoir de l'argent, en faisant des deals avec les institutions financières en cause. En tout cas, actuellement, une affaire qui est en cours et qui concerne l'Arab Bank, qui est une des banques les plus importantes du monde arabe. Mais cette Shurat al-Din a abouti dans beaucoup de cas et arrive à percevoir de l'argent. Et ça nous rappelle un peu les ONG qui s'étaient occupées des victimes de l'Holocauste et qui ne cessaient de percevoir de l'argent pratiquement pour leur propre compte et qui n'en regardaient ni aux victimes, qui avait été en particulier dénoncé par l'auteur de l'industrie de l'Holocauste. Oui, non, Finkelstein. Par Finkelstein en particulier. Et donc c'est une institution, une ONG, ça ressemble un petit peu à ça. Et leur adage, c'est faire faillite au terrorisme et faire une guérilla juridique. Donc moi je ne sais pas si on n'est pas capable, nous, d'instituer vraiment un regroupement d'avocats qui serait capable de faire ce genre de choses. Parce qu'il existe des tas de lois qui protègent des civils contre des attentats ou des actes, des crimes qui ont été commis par les Israéliens. Je ne sais pas, par exemple, la question par exemple de Rachel Corrie. Je pense que le procès qui était intenté a peut-être été mal posé et n'a pas été fait dans des conditions juridiques qui étaient capables d'aboutir. Parce qu'à partir du moment où on est attaqué à l'État, les choses risquent de ne pas aboutir. Il faut attaquer les individus qui ont fait, en particulier. C'est ce qu'elle fait, cette dame-là. Alors, je ne connais pas bien le dossier de Rachel Corrie. À ma connaissance, il n'est pas terminé. Ce n'est pas une affaire qui est close, je peux me tromper. Ce que tu veux faire comme commentaire d'une façon générale, c'est que c'est vrai, il faut se faire entourer d'avocats qui connaissent toutes les ficelles du droit et qui ont un petit peu d'imagination. Il faut attirer l'ennemi sur son propre terrain. Et on peut attirer l'ennemi sur le terrain du droit français. Par exemple, si on constitue une entreprise franco-palestinienne, ça se constitue sur un bout de papier en 5 minutes, et puis qu'après cette entreprise qui décide de faire du commerce, par exemple, une entreprise commerciale est empêchée de commercer, eh bien à ce moment-là, on peut parfaitement attaquer devant les tribunaux français ceux qui empêchent cette entreprise de fonctionner. Et à ce moment-là, on se trouve dans un tribunal qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre de problème, mais qui en tout cas connaît le droit. Et on peut parfaitement imaginer des condamnations à ce niveau. En matière de droit européen, c'est absolument flagrant que le droit européen n'est pas assez utilisé. Donc il n'y a pas simplement les crimes imprescriptibles de torture, etc. Il y a toute une série de délits qui peuvent être poursuivis, y compris chez nous. Imaginez par exemple, parce que l'entreprise, cette dame, elle s'appelle Nitzana Darshan-Leitner. Elle poursuit l'autorité palestinienne et le Hamas parce qu'en 2002, il y aurait eu un attentat suicide qui aurait blessé un citoyen américain en Israël. Et il y a toute l'instrumentation juridique capable de faire aboutir cette plainte. Et ces gens-là vont recevoir finances et des dédommagements pour un suicide, alors comme si l'autorité palestinienne était responsable, je ne sais pas, ça paraît aberrant. Mais il y a toutes choses à je ne suis pas sûr que l'autorité paiera quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que sur un tribunal américain, un tribunal d'Arkansas va condamner l'autorité palestinienne à payer 100 millions de dollars qu'il y aura un centime versé. Alors, détrompe-toi, monsieur, parce qu'il y a pratiquement toutes les finances mondiales passent par un système américain. Ils sont capables de bloquer les comptes bancaires des gens. Ils peuvent faire exécuter. Ils ont les moyens de faire exécuter. Toi, tu ne crois pas? Non, mais je ne sais pas, je ne suis pas compétent. Mais je crois dans les choses qui ont une certaine logique et qu'on voit progresser, mais je respecte toutes les initiatives. Merci bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pourquoi le Hamas n'est pas porté plainte à propos de la... Alors c'est une très bonne question.
Je crois que la réponse est double. La première, c'est que dans l'esprit des responsables politiques, la Cour pénale internationale, ça reste une cour de blancs pour juger les noirs, ce qui est vrai strictement au cours des 10 premières années de fonctionnement de la Cour. Donc, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui avance, on le voit. La deuxième, c'est que les juristes qui connaissent bien ces affaires ne sont pas très fréquents. Et là, je ne pense pas que les juristes du Hamas soient particulièrement au point sur cette question. Donc il y a beaucoup de travail qui est à faire. Ce travail n'est pas rendu possible parce que Gaza est sous siège. Et donc on peut rencontrer personne en ce qui concerne les avocats internationaux. Donc c'est difficile de faire du travail en commun, c'est difficile de constituer des équipes. Il y a des initiatives un petit peu locales qui ne sont pas à grand-chose parce qu'elles partent de quelques individus avec quelques dossiers. C'est clair qu'un cabinet d'avocats n'est jamais qu'un outil pour un pouvoir politique, et il faut que le pouvoir politique s'en saisisse, qui donne des orientations générales, et après le cabinet n'a plus qu'à suivre. Donc là, de ce côté-là, il y a un vrai problème qu'on peut comprendre, étant donné la situation du siège total, qui est celle de la situation de la bande de Gaza. Il y a beaucoup de choses à régler au quotidien, il y a le chômage, il y a la faim, maintenant il y a les mendiants. Il faut faire l'absence d'eau potable. Il y a l'eau potable, il faut faire fonctionner les écoles et les universités. Autrement dit, il y a énormément de travail là-bas, et la justice internationale est quelque chose, au fond, ils n'y croient pas réellement. Il y a une question qui me met à l'esprit. Est-ce que même si on n'est pas famille des victimes, on peut porter plainte? Ça, je ne pense pas. Il faut avoir une raison d'agir. Comme tout dans le droit, tout le temps. Ouais. Pas d'intérêt, pas d'action. Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne mange pas de pain, comme on dit. Si ça coûte de l'argent de payer des avocats. De porter plainte. Oui, tu as raison. Bien sûr. Même s'ils ne sont pas compétents ou s'ils ne savent pas pourquoi, c'est prendre position. Ça ne mange pas de pain. Si ça n'aboutit pas, bon, c'est que ou ils ne sont pas assez, ou ils sont pas compétents ou pas assez expérimentés sur la question. Mais enfin voilà, c'est un geste, sur le plan de l'opinion publique, ne serait-ce, c'est important de se manifester. Oui, alors c'est vrai, il y a ce que tu dis, et puis il faut se mettre aussi dans la situation du conflit autorité palestinienne-Hamas, qui était un conflit extrêmement aigu. Donc là aussi, il y a des considérations politiques qui sûrement entrent en ligne de compte pour ne pas pousser le bouchon plus loin. Ça, c'est possible aussi. C'est de cet ordre-là, plus. C'est tactique. Peut-être. Qu'en est-il des accords actuels, prétendus actuels, de reprise de négociations entre Netanyahou et Zeki? Il y a une question de reprendre les négociations actuellement. Vous êtes au courant de ce qui se passe? C'est très difficile parce que la communication réelle se fait directement de personne à personne. Hein. Il n'y a pas ça ne se passe pas ni par Internet ni par téléphone. Et donc on ne sait pas tout. Donc je n'ai pas d'informations récentes, et puis si j'en avais, je les garderais pour moi, je crois. Et donc j'ai la chance de bénéficier de pouvoir continuer à entrer à Gaza. J'y étais au mois de juillet, j'y retourne à la fin du mois d'octobre. Tant que je peux y aller, j'y vais. Mais de toute façon, on ne me dit pas tout. Hein. Non, c'est normal. Mais bon, ce qu'on voit très bien, enfin, j'ai pas très bien compris à quoi ça pouvait correspondre. Je m'étais dit, c'est peut-être une nouvelle alliance entre Israël et la Turquie, peut-être. De par le désordre qui actuellement existe dans cette région, du fait du chaos institué par l'Occident en Syrie et en Irak. Ce qu'on peut dire sur l'alliance entre
la Grèce, l'alliance militaire récemment signée quelle honte entre Syriza et l'occupationniste. Est-ce que c'est dans le projet d'exploitation du gaz en Méditerranée? Non, là, moi, je ne peux pas faire des supputations à ce niveau-là. Ce que je vois simplement, c'est que le Hamas a une politique très diplomatique, en ce sens qu'ils ne veulent pas, et notamment auprès de la population, passer pour ceux qui divisent. Donc très régulièrement, ils en prennent plein la figure, mais ils courbent un petit peu les chines, et puis ils relancent un message d'union, etc. Mais tout ça est un petit peu vain, parce que la seule façon de faire une union dans une population, c'est de faire des élections et après de respecter le résultat des élections. Et donc dans la situation actuelle, on ne voit pas des élections se tenir parce que ces élections seraient gagnées par le Hamas et donc ni l'autorité palestinienne ni Israël n'en veulent. Mais il y a eu énormément quand même de tentatives qui ont été faites. Je me souviens encore des panneaux encourageant les gens à s'inscrire sur les listes électorales à un moment donné où c'était pas trop chaud. Et puis tout ça a été enterré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit par exemple le commentaire qui est fait par Gaza du budget de l'autorité palestinienne, c'est un commentaire qui est très très sévère vis-à-vis de l'autorité palestinienne et qui tend à démontrer, chiffre à l'appui, la pression économique énorme que l'autorité palestinienne fait peser sur les Gazaouis, en plus de la pression économique qu'Israël fait peser. En termes de reversement de taxes, par exemple, les taxes ne sont plus reversées. Les taxes, en gros, les taxes que Israël prélève, que l'autorité palestinienne prélève sur les produits qui sont importés à Gaza, permet à l'autorité palestinienne de payer ses fonctionnaires. Donc c'est quand même pas rien. Il y a toujours la persistance des fatahos, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui sont payés à condition de rester chez eux. Donc ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'ils sont payés à ne rien faire. Donc on voit que rien n'est fait, même au niveau des hôpitaux d'ailleurs. Au niveau des hôpitaux, à Gaza, il n'y a pratiquement pas de secteur privé. Donc ce qui parvient au ministère de la Santé, c'est conséquent, mais c'est insuffisant. Et donc il y a une pression aussi à ce niveau. Donc on voit que les signes de pression de l'autorité palestinienne sur Gaza, ces signes, il y en a toujours. Autrement dit, l'autorité locale qui gère comme elle peut les fonctionnaires, le quotidien, les universités, l'école, a, je crois, beaucoup de mérite à essayer encore et toujours une certaine politique d'union. Oui, mais Mahmoud Abbas a récemment démissionné de son poste de président non, justement, non, moi c'est ce que j'ai cru. Il a démissionné de son poste de président de l'OLP, mais pas de l'autorité. Donc c'est tout à fait différent. Quand j'ai entendu ça, j'ai entendu selon ta version, je me suis dit, ah ben c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Non, il est toujours là. Lui et son fils, donc finalement, la situation de Gaza ne s'améliore pas du tout, au contraire. Nous sommes la pression de l'autorité palestinienne persiste, mais l'arrivée au pouvoir de Sisi n'arrange absolument rien. Je crois qu'ils nous ont envoyé tous les tunnels. Je ne sais pas si vous imaginez les populations qui peuvent vivre en s'approvisionnant encore les tunnels. Enfin bref, Non, la politique du côté égyptien est véritablement catastrophique parce que... Pire que quand il y avait avant Morsi. Bien sûr, elle est pire. Elle est pire parce que ceux qui seraient tentés de travailler dans les tunnels courent un risque vital, tout simplement, s'ils sont pris. Il y a toute une partie de la ville de Rafah qui a été détruite pour éviter justement ces tunnels. Et entre Rafah et Sheikh Zayed, il y a une route qui fait une dizaine de kilomètres. Ils sont en train de détruire de part et d'autre de la route sur une longueur à peu près 300 mètres. Donc il y a d'énormes crimes qui sont commis là. Et il faudrait être bien naïf pour
s'imaginer que toute cette population égyptienne sort indemne de tout cela. Et quand on nous explique que c'est Daesh qui est dans le Sinaï qui fout la pagaille, il y a surtout des Égyptiens qui se battent contre d'autres Égyptiens dans le Sinaï. Donc c'est une affaire qui est loin d'être terminée. Mais en tout cas, pour Gaza, c'est une catastrophe, parce que 90% de l'aide médicale, par exemple, passait par l'Égypte et venait des pays arabes ou musulmans, notamment de la Malaisie, par exemple. Et donc c'est une véritable catastrophe aussi pour l'emploi privé, puisque la reconstruction de Gaza, c'est du ciment et du fer qui passait par les tunnels, et maintenant il ne passe plus rien. Alors il y a un peu d'argent qui passe, il y a les choses à forte valeur ajoutée, très forte valeur ajoutée, parce qu'il y a un risque important, et puis il y a sûrement des armes aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à faire les sur le plus, parce que ça devient... Je crois qu'il faut, au niveau de notre pays par exemple, il faut dénoncer très très sévèrement la coïncidence entre notre gouvernement et l'Égypte. La vente d'avions de guerre à un tyran qui va les utiliser, s'il ne les utilise pas déjà, pour bombarder des populations égyptiennes dans le Sinaï. C'est épouvantable. Alors il y a des actions qui sont possibles, il y a des actions qui sont entreprises par des associations égyptiennes qui ont sollicité des avocats en France pour porter plainte pour en tout cas s'élever contre ce contrat, pour s'élever aussi contre les compagnies qui fabriquent ces armes qui ont été exportées en Égypte. Tout ça peut sembler un petit peu dérisoire, mais c'est souvent en utilisant correctement le droit qu'à un moment donné, on arrive à gripper la machine. Donc, là encore et toujours, il y a des actions à mener. Sans compter la fourniture d'armes par la France à l'Arabie Saoudite, destinée au Liban, lequel Liban est en train de vivre les prémices d'une nouvelle révolution colorée, et le peu de verrous qui était installé au sud du Liban vis-à-vis d'Israël risque de sauter parce que la situation sociale risque de flamber. Et les tas de gens sont prêts pour aider à ce que ça explose si ça flambe. Entre l'Égypte qui resserre, qui interdit l'usage des tunnels et le Liban qui reste à feu et sang, et de l'autre côté de la Syrie qui est aux mains d'une entité créée de toutes pièces par les Occidentaux et l'Arabie Saoudite, on a la Palestine qui est en piteux état, vraiment en piteux état. Comme si, parce que en fait, ce que nous voyons à peu près, c'est l'application d'une volonté émise par un des conseillers de Sharon, c'était qu'il fallait qu'un jardin subsiste au milieu d'une jungle. C'est ce à quoi on assiste. De toute part, c'est la jungle, et puis ils veulent essayer de préserver un petit jardin au milieu de tout ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible tant que... On avait vu en 2011 un peu de soulèvement populaire, style Occupy Wall Street à Tel Aviv, par une population israélienne d'une classe moyenne qui commence un peu à souffrir finalement de la crise économique mondiale. À quoi ça va aboutir ça? Là, tu as parlé de plusieurs choses différentes. La dernière, d'abord, du côté israélien, on a malheureusement peu d'espoir. Il y a eu une possibilité historique tout à fait récemment, c'est que pour la première fois, les partis palestiniens israéliens se sont associés pour les élections et ils ont remporté à peu près 30% des sièges. Et donc, il y avait la possibilité historique pour la soi-disant gauche israélienne de s'associer pour la première fois à ces partis qu'ils appellent arabes et que nous appelons palestiniens et d'avoir une majorité. Or, ça n'a pas été le cas et ça aboutit bien à la remise en fonction, à la poursuite des fonctions de Netanyahou. Donc on voit bien que du côté de l'intérieur d'Israël, ça bouge du côté des Palestiniens israéliens, mais ça ne suit pas du côté de la soi-disant gauche israélienne. Toujours elle est existante, hein, parce qu'on n'a jamais eu manifesté le fameux... Pendant les guerres, oui. Oui, dans les guerres, ils ne manifestent plus, c'est terminé ça. Donc, au contraire, tout ce qu'on voit, les Israéliens voient, ce sont ceux qui sont sur les hauteurs en train de se réjouir sur des... Bon, ce sont ceux qu'on nous montre dans les médias, il y en a sûrement qui ne sont pas de cet avis.
Mais en tout cas, on...